Bon, on peut facilement s'imaginer la scène, on s'installe autour d'une table, et au lieu d'essayer de, je sais pas, de ruiner financièrement ses proches au Monopoly en hurlant, Ah bah le fameux grand classique des repas de famille. voilà le cauchemar habituel, et ben là, au lieu de ça, on coopère en silence pour coller 800 petits autocollants et bâtir un village imaginaire. C'est un sacré changement d'ambiance, c'est clair. Ah mais totalement. C'est vraiment la nouvelle ère du loisir sur table. D'ailleurs, dans notre article qu'on vient tout juste de publier sur les nominations du Spiel des Jahres 2026, Qu'on peut considérer comme les Oscars du jeu de société, pour resituer. c'est exactement ça. Eh ben, on a analysé une montagne vertigineuse de 561 nouveautés pour rédiger cette analyse. Et ce qui en ressort, c'est que nos soirées-jeux mutent de façon hyper radicale. Ouais, c'est plus juste une question de savoir quelle boîte on va acheter pour les vacances. En fait, ce cru 2026, il agit comme un véritable thermomètre social. Un sismographe même, des angoisses actuelles. C'est ça. Quand on épluche ces 571 sorties, on lit pas seulement des règles en carton, on lit les attentes d'une société qui cherche désespérément à respirer un peu. Et la transition de la quantité vers la qualité humaine, elle est flagrante. Historiquement, le jeu familial, c'était un champ de bataille mathématique. Il fallait écraser les autres, accumuler des points. Voilà. Et aujourd'hui, on se croirait plutôt dans un café chaleureux où on discute. Prenons Cozy Stickerville, l'un des nommés. Ah oui, très bon exemple. Le but de la partie, c'est littéralement de poser ces fameux 800 autocollants de façon irréversible. Ou alors, on a Ditto, un jeu d'ambiance qui m'a complètement dérouté au début. Et pourquoi ça? Mais parce que la culture générale, il sert absolument à rien. C'est normal, ce qui est fascinant ici, c'est que la mécanique de Ditto force l'empathie. Le marché s'éloigne complètement de la défaite punitive, en fait. C'est-à-dire, Si le jeu pose une question, qu'on donne la bonne réponse factuelle, mais que personne d'autre a mis la même chose sur son ardoise, on perd la manche. exactement. On gagne que si on écrit exactement la même chose que la personne en face, même si la réponse est complètement absurde. Ça oblige vraiment à se glisser dans le cerveau des autres, quoi. C'est une démarche très inspirée du cozy game en jeu vidéo. On cherche un espace de bienveillance, d'anticipation sociale. C'est réconfortant. Bon, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que je veux bien que la tendance soit au calme, au petit lopin de terre paisible, hein. Mais alors, comment on explique la nomination dans cette même sélection d'un jeu hyper pointu intitulé Moon Colony Bloodbath? Ah, le bain de sang lunaire. C'est ça. Un bain de sang, c'est quand même l'opposé absolu du petit village d'autocollants, on est d'accord? Oui, mais c'est une contradiction de surface. Au fond, ça raconte la même histoire. Dans ce jeu spatial, on passe des heures à construire une colonie hyper optimisée. Pour finalement la regarder s'effondrer. Voilà. Elle s'effondre inévitablement sous le poids de sa propre croissance. C'est une satire féroce, de la foi aveugle dans la croissance. Et ça connecte directement avec les constats alarmants de notre article. Complètement. Parce que cette croissance aveugle, le marché du jeu la vit aussi. 571 nouveautés, ça crée une surproduction matérielle qui étouffe l'édition. On l'a bien documenté. Le système tourne à vide, ouais. On se retrouve avec des règles bâclées, des jeux à peine testés. Et cette machine, elle génère une crise dont on a tiré la statistique, je trouve, la plus choquante de notre étude. Ah, l'effacement des créatrices. Seulement 2,3% des jeux ont impliqué une autrice. C'est effarant. 94% des titres sont signés uniquement par des hommes. Comment un loisir qui cherche soudainement à générer de l'empathie peut-il être aussi monolithique? C'est le paradoxe typique d'un écosystème sous pression. L'édition est asphyxiée, les délais sont intenables, donc les entreprises, Elles prennent aucun risque? c'est ça. Elles se tournent vers des réseaux déjà établis, historiquement masculins, pour produire à la chaîne. Mais si le jeu veut continuer à raconter notre monde, il ne peut pas se priver de cette diversité. Sinon, l'empathie, c'est juste un argument marketing. Exactement. Sans pluralité de voix, ça devient une recette commerciale préfabriquée. Donc s'asseoir autour d'une table aujourd'hui, c'est plus juste un loisir, quoi. C'est devenu un acte de résistance face à nos écrans, face à l'urgence écologique. C'est un des rares sanctuaires qui nous restent. On accepte les contraintes matérielles du carton pour reconstruire du lien. Ce qui m'amène à une réflexion un peu provocatrice pour la fin. Si les boîtes actuelles assument de garder des traces irréversibles, comme avec ces fameux stickers, et critiquent ouvertement la surproduction, Où est-ce qu'on va ensuite? est-ce que les jeux de la prochaine décennie nous demanderont carrément de détruire, de déchirer physiquement le plateau pour remporter la partie et dénoncer la consommation? Ah, ce serait le stade ultime, ouais. C'est une petite idée à garder dans un coin de la tête lors d'une prochaine soirée jeu, juste au moment de coller un énième autocollant.